Oui, si en français simple ou facile. Est-ce que dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez rencontré le capitaine Moussa Dadis Camara? Aucune idée. Aucune idée? Ouais. Vous maintenez votre déclaration? Oui, je retiens. Vous le maintenez? Oui. Que le tribunal nous en donne acte. D'accord. Que le tribunal nous en donne acte. Oui. Je vais continuer. Tu dis la nuit, il faut que tu précises. La nuit commence à 18h. Non, vous avez déjà répondu, on va évoluer là. On y va. Ou bien je reprends la question. Oui, non, si vous voulez. Je continue, monsieur. Monsieur Camara. Oui. Où étiez-vous le 28 septembre 2009? Le 28 septembre 2009. À quelle heure? Du matin au soir, où étiez-vous? Du matin au soir, où étiez-vous? Vous voulez que je reprenne encore? Mais oui, où étiez-vous le 28 septembre? C'est la question que je vous pose, monsieur. Allons doucement. Il ne faut pas que je reprenne. Doucement. J'ai dit tantôt au président. D'accord. Où étiez-vous? Je reprends. Et je vous ai dit que le matin du 28 septembre, vers 8h, et comme à l'accoutumée, j'ai pris ma voiture, chauffeur, garde-corps, comme tout le monde le sait, je l'ai dit tantôt, pour aller chez moi, à Dixie où j'y logeais, pour non seulement prendre un bain, mais aussi, comme d'habitude, prendre le petit déjeuner, jouer un peu avec l'enfant, comme je t'ai dit que j'avais un enfant qui n'avait que 2 ans, et ressortir, aller à mon bureau. Et ce jour, comme vous l'avez entendu tantôt, ça a coïncidé. La manifestation pouvait se tenir après tous ces communiqués, non seulement du gouvernement, des leaders, c'est-à-dire des coordinations régionales, des leaders religieux et tout. Moi, je ne pouvais plus imaginer que la manifestation pouvait se tenir. Alors, c'est chemin faisant à Bambeto que j'ai vu un attroupement des gens. Je ne suis même pas descendu, juste descendre la voiture et les vitres pour leur dire calmez-vous, mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, on entend nos leaders, tout ça. Moi, j'ai continué ma route parce que j'étais à Chauge, à Duxine. Et c'est arrivé à Duxine Terrasse là que j'ai constaté l'attroupement des gens et je me suis adressé à eux. Quand je descends de ma voiture, les gens ont applaudi. Ça aussi, c'est sur image. Je sais que tout de suite là, mon avocat va vous remettre, s'il faut dire, les copies pour voir l'accueil qui m'a été réservé avec enthousiasme ce jour devant l'esplanade, entre la pharmacie, devant même la pharmacie Manizé. Donc, c'est de là, je suis resté, et puisqu'il y avait un bouhaha, et puis les gens qui applaudissaient, ceux qui étaient derrière criaient, et puis voilà, dans ce bouhaha, je me suis décidé par l'indication de quelqu'un qui me disait, au lieu de continuer à parler ici, la voix ne porte pas, allez-y vers les leaders politiques. Et vers les leaders politiques qui étaient juste en face de Gamal. Et c'est vrai, qui quittait chez Jean-Marie Doré. Feu Jean-Marie Doré, je veux dire. Donc, je suis parti vers eux. Et vous savez, ma question, elle est très simple. Je ne vous ai pas demandé. Oui, laissez-moi, tu me dis où j'étais. Je suis en train d'expliquer. Allez-y. Sinon, ma question était que où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était ça ma question. Non, mais attends, mon frère. Mais vous savez que je ne peux pas te dire précisément que je n'étais pas assis quelque part. Ce que j'ai pu faire ce jour-là, c'est que je peux te dire. Où tu étais, je ne vais pas te dire que j'étais au stade. Je ne vais pas te dire que j'étais chez moi, parce que j'ai été chez moi. Je ne vais pas te dire que j'étais seulement à CMS, j'ai été à CMS pour vérifier s'il y a des gens qui sont arrêtés. Donc si je ne te demande pas donne pas le schéma, tu ne peux pas comprendre. Si vous posez une question comme ça et que je dis non, j'étais nulle part, tu vas dire encore, tu n'as pas bougé. Laissez-moi t'expliquer. On est en face du monde là. Hein? Alors, je disais que c'est. Après, je vais aller vers les leaders politiques et j'ai fait des échanges avec le grand frère Sidia Touré. Et je pense. Oui. En tout cas, ma question est très simple, sinon que je vous ai demandé où vous étiez dans la matinée du 28 septembre. C'était juste ça.
Voilà, le 28 septembre. Si vous avez compris, moi je pense que vous avez compris la question. Pardon? Moi je pense que vous-même vous savez déjà où j'étais, après ce que je viens de dire. Non, moi je ne sais pas, c'est pourquoi je pose Mais la je question. n'étais pas un lieu seul. Je n'étais pas un lieu seul. Hein? Il vient d'expliquer. Tu dis encore que non. Vous étiez où? Pas ça. Moi? Le 28 septembre 2009, vous étiez où? De mon bureau à domicile devant l'esplanade de stade, devant la pharmacie manumisée. De là-bas, les leaders à mon bureau, à domicile, CMS. Non, je ne vais pas te dire. Suivez-moi. Écoutez, suivez-moi, monsieur le procureur. Suivez-moi, c'est très important. Vous blaguez avec le feu, parce que ça, c'est le feu, ça. Écoutez, monsieur. Ça, c'est le feu sur notre tête. Attendez. Non, c'est le feu sur notre tête, là. S'il vous plaît. Vous voyez, faut pas blaguer avec ça. S'il vous plaît. Oui. Je ne blague pas avec le feu. Non, Dieu merci que vous ne blaguez pas. Non, s'il vous plaît. C'est important, hein. S'il vous plaît, mes questions sont très simples. Oui, si vous n'avez pas les réponses, dites que vous n'êtes même pas obligé de répondre. D'accord, si c'est pour donner un lieu précis, je n'en sais rien. Parce que vous ne savez pas où vous étiez le 28 septembre. Mais je vous ai bien dit où j'étais. Vous étiez où? Bien dit ce que j'ai fait. Alors vous étiez où? J'étais dans ce mouvement-là. Quel mouvement? Le mouvement de sensibilisation, le mouvement s'il faut dire... Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? C'est ça la question. Pose alors la question. Est-ce que vous y étiez? Au stade du 28 septembre? Oui. Je suis venu. Mais je me suis limité juste dans la cour du stade. Donc vous étiez au stade? Si. Très pas bien. au stade. Oui, c'est pas compliqué. Non, mais c'est pas ce que tu as posé. Il faut poser les questions de façon précise. C'est important, hein? Au stade, si c'est où se trouve la pelouse, non. Mais j'ai joué un rôle et c'était au sein du même stade, mais dans la cour du stade. Maître. Monsieur Moussa Kegbro Kamara. Si. Est-ce que vous étiez au stade la matinée du 28 septembre 2009? Au stade. Monsieur, sois précis. Pardon? Sois précis. Oui, je vous soyez précis. Non, monsieur, ouais. Mais je viens de dire, monsieur le président. Oh, d'accord. Oui. Elle est claire, hein, simple. Oui. Je l'ai précisé, monsieur le président. D'accord, comme vous le dites, je vais le préciser. Alors, reprenez la question. Colonel Moussa Tchegboro Kamara. Présent. Où étiez-vous la matinée du 28 septembre 2009? Merci, monsieur le procureur. Et comme la matinée commence le matin, à 8h ou vers 8h, je suis sorti de chez moi, au bureau, au camp Alifaya, Yaya. Je suis vers Yimaya pour aller chez moi, à domicile. J'ai passé vers Koza, passé à côté là-bas. J'ai pris la route de Bameto. Arrivé à Bameto, j'ai trouvé un attroupement. De Bameto, je suis parti vers l'esplanade de Tatsouza. C'est le même chemin qui mène chez moi. C'est là-bas que j'ai trouvé un attroupement. Les policiers étaient vers la porte de stade. L'esplanade était vide. Parce que de l'autre côté, les autres étaient vers Manizé, devant Manizé. Je suis descendu dans le vide là. Je me suis adressé à ces gens. De ce niveau, je suis parti vers les leaders politiques qui étaient devant l'université Gamal. Ceci aussi, il a fait un dialogue avec eux. On a arrêté des points qu'il faut, que je viens de détailler. On a arrêté un compromis. Et ce compromis disait qu'ils vont vers les militants pour leur dire de reporter les manifestations et que moi, je faisais de mes efforts pour libérer les manifestants. Et moi, je suis déjà satisfait. Hein? Je suis déjà satisfait. Okay. Parce que ma question était tout simplement de savoir si vous avez dit que vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. En tout cas, c'est ce qui ressort de vos déclarations. Je vous ai bien dit à l'esplanade. Hein. Pardon? À l'esplanade. Ok. Oui. Monsieur le Président, vous savez, la répétition, elle est pédagogique. C'est toujours pas mal. Ça nous permet tous de camper les idées. Que savez-vous des événements survenus le 28 septembre, ce jour du stade?
Alors, je vais rentrer encore dans les détails. Monsieur le Président, j'ai tout donné au Président et vous étiez là. Mais si vous voulez encore que je revienne là-dessus, je suis libre. Mais la question est vague. Que savez-vous? Ça, c'est une question vague. C'est très vague. Il faut préciser, on va aller morceau pour que tout le monde comprenne ce qui s'est passé. Mon frère, c'est du français, je vous parle. Que savez-vous? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président, sa question, elle est vague. Et pourtant, elle est très claire. Oui, mais reprenez. Mais la question est de savoir qu'est-ce qu'il sait ou qu'est-ce qu'il a su au sujet des événements survenus ce jour 28 septembre au stade portant le même nom. C'est ça ma question. La question a été répondue. La question a été répondue. C'est ce que je viens de dire tout de suite là. Comment vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la même chose. Je vous ai dit que 48 heures ou 72 heures avant le 28 septembre, je vous dis 48 heures ou 24 heures avant le 28 septembre, vous avez suivi tout le monde ce qui s'est passé, les communiqués, les différents communiqués qui ont passé et qui disaient qu'il faut qu'il y ait un report, pas une annulation, hein, un report, et que ce report était subordonné du fait que la journée du 28 septembre est une journée mémorable, est une journée chômée et fériée, à cause du fait que c'est le jour-là où la Guinée a annoncé sa prise d'indépendance et de souveraineté nationale. Je pense que ça a été connu. Que ce jour-là, ce jour même, moi je ne savais pas qu'il y ait, je suis sorti. Je ne savais pas qu'il y aurait événement, mais c'est à Bambeto, j'ai eu le sentiment que la manifestation pacifique planifiée, malgré les interventions, n'a pas été annulée. Et je ne suis pas descendu de ma voiture, j'ai juste descendu les vitres, les gens ont applaudi, tout m'ont salué. Si les journalistes étaient là-bas, ils ont les images. De là-bas, j'ai continué ma route. Et vous voyez, jusqu'à devant l'esplanade, comme je viens de dire tantôt, le 28 septembre. Et ça, les manifestants étaient à côté de Manizé. Les forces de l'ordre en charge de maintien d'ordre étaient vers la porte principale, l'entrée principale de l'esplanade, de stade. Et là, je suis descendu. Comme à l'accoutumée, j'ai été ovationné par un applaudissement. J'ai profité de cet enthousiasme-là pour donner des conseils de sages aux gens dans l'ambiance là. Et si vous regardez un peu les vidéos, vous trouverez comment je suis en train de parler avec les gens et comment l'applaudissement est fait. À ce niveau-là, j'ai été rassuré dans mon fort intérieur que je pouvais leur faire comprendre ce qu'il faut faire ce jour-là pour ne pas impacter cette journée. Je suis parti vers les autres parce qu'il y avait un monde fou. Mais il faut que je l'explique. Parce que je pense qu'il n'était pas là. C'est bon. Pendant que c'est compliqué. C'est bon. Je vais continuer. Voilà, des questions de précision, parce qu'à cette allure, on risque de reprendre encore le débat parce qu'il a dit tout ça. Posez des questions de précision, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Camara. Oui. Est-ce que ce jour, les éléments de votre unité avaient été déployés sur le terrain? Je disais oui, parce que tous les jours, les gens étaient déployés le matin pour les patrouilles nocturnes et d'une. Ils étaient déployés où? Quelle était leur position? Bon, comme je t'ai dit tantôt, ils étaient déployés. C'est le colonel Farima, il s'est bien chargé de toutes ces différentes patrouilles. D'abord, une équipe sur l'autoroute et l'autre groupe là sur la route Le Prince. Donc, et voilà, c'est comme ça. Ça, c'était un schéma classique pour assurer les citoyens que vraiment, il y a des gens qui les sécurisent. Donc, si je vous comprends, vos hommes n'étaient pas au stade. Je n'ai pas dit ça. Pardon? Je n'étais pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je suis français. Alors, si je comprends, vos hommes aussi étaient au stade. C'est bien ça? Devant l'esplanade du stade, oui. Je les ai vus là-bas. On n'est pas venus ensemble. Vous les avez vus là-bas? Si. Et ce jour, qui a donné l'ordre de déployer les hommes sur le terrain? Quel ordre, tu dis encore? Non, l'ordre de déploiement de vos unités sur le terrain. C'est un ordre, s'il faut dire, réglementaire.
lorsqu'un militaire, suivez-moi, vous ne connaissez pas un peu l'armée, lorsqu'un militaire a une mission et que la mission doit se pérenniser sur le temps, on n'a pas besoin chaque matin pour lui dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Donc je vous dis que traditionnellement, la mission était partagée. Une équipe de patrouille nocturne, une équipe de patrouille d'huile. Et chaque matin, cette patrouille-là se repartissait, ou chaque soir, une qui prenait l'autoroute et l'autre qui prenait la route Le Prince. Et vous voyez. Et ça, je vous explique ça. Donc on n'a pas besoin de dire qui a ce jour donné l'ordre pour que les gens partent. C'était déjà un programme traditionnel. Très bien. Est-ce que c'était normal que vos hommes se retrouvent au stade dans la matinée du 28 septembre? Si c'était normal, oui. Et je pense que celui qui les a envoyés là-bas pourra répondre à cette question. Pardon? Celui qui les a envoyés pourra répondre à cette question. Mais pour celui moi, qui les a envoyés là-bas était sous le commandement de qui? Suivez-moi, s'il vous plaît. Pour moi, mes hommes, en cas de manifestation, en tant que chargés de grand banditisme, souvent, ils restaient toujours derrière les manifestants pour voir si les bandits ne vont pas se permettre de casser la boutique des gens. Et c'est sûr, ça allait toujours arriver dans ce pays. Et ils l'ont fait, ce n'était pas la première fois, ils l'ont toujours fait, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu tellement de cas de manifestations dans ce pays où ils ont encadré derrière, où ils ont vraiment fait en sorte que les bandits ne puissent pas saccager la boutique des gens, ne profitent pas de la manifestation, soi-disant, ça n'existe même pas dans ce pays, manifestation pacifique. Toute manifestation en Guinée, vous savez comment ça termine. Donc, ils avaient pour mission de faire en sorte que suivre la manifestation et non devant la manifestation. Devant la manifestation, ça, c'est les services classiques de la police de la gendarmerie qui sont dotés d'armements adéquats plutôt pour faire face aux manifestations avec des trucs le gaz lacrymogène. Monsieur Camara. Oui. Si je vous comprends alors, vos hommes faisaient partie du dispositif mis en place pour assurer la sécurité ou sinon pour empêcher la tenue de cette manifestation. Je ne t'ai pas dit ça. Ce n'est pas venu de moi. Hein. Je pense. Non, mais vous venez de nous dire que vos hommes étaient sur l'esplanade du stade. Nous sommes tous là, monsieur le procureur. Vous êtes procureur, le président, vous êtes tous en rouge, hein, mais chacun a son rôle. Donc ça, c'est des détails, je pense. Non, ça va aller aux questions, important. On va aller chacun a son rôle ici à la barre. S'il vous plaît, ma question pourtant, elle est très simple. Vous reconnaissez que vos hommes étaient... Je vous ai dit que mes hommes étaient à l'esplanade. À l'esplanade du stade. Oui, à l'esplanade. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord. Ouais. D'accord. Ok. Je vous suis. Vos hommes étaient... Bien ça. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Je viens de le dire. C'était quoi leur rôle, oui, leur mission? Oui. Là-bas. Je viens de le dire. Je pense que l'homme qui dirigeait ce jour-là la patrouille et qui s'est retrouvé là-bas, je pense que il a été entendu par le pôle de juge d'instruction. S'il n'a pas été retenu, c'est parce qu'ils n'ont pas commis quelque chose de grave. Il a été entendu, comme moi. Vous n'avez pas répondu à ma question. La question a bien répondu. Je vous ai dit tantôt, vous avez posé une question simple, mais je vais vous donner une réponse simple que vous n'avez pas accepté d'admettre. Je vous ai dit, nous sommes dans ces salles-là. Le président, il est en rouge. Vous-même, vous êtes en rouge. Mais c'est c'est deux rôles contradictoires. Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein? À ce niveau, je t'ai dit que celui qui conduisait la patrouille a été entendu par le pôle de juge d'instruction. Mais vous reconnaissez que vos hommes étaient en place? Je l'ai toujours dit. Hein. Très bien. Quand vos hommes sortent pour la patrouille, comme vous le dites, quotidienne, est-ce qu'ils sont armés? Pas du tout. L'unité spéciale ouais, chargée de la lutte contre la drogue et le grand banditisme
sort en patrouille sans armes? C'est ce que vous voulez nous dire? Si c'est la patrouille, comme je vous ai dit, si c'est une patrouille nocturne et diurne, la journée, les gens ne peuvent pas être armés pour faire quoi? Mais la nuit, généralement, si on a une information par rapport à une opération des bandits, les gens ils sont armés. Et ça c'est classique. Et vous savez que moi-même j'ai des gens aujourd'hui dans les rangs, les hommes ils sont plus avec moi. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Oui, vous ne le savez pas, mais il ne faut pas oublier que j'ai des gens parmi mes hommes qui ont eu aujourd'hui, qui n'ont plus d'oreilles. Que je prends le cas de le lieutenant Idrissa Kamara, c'est les bandits qui ont enlevé ses oreilles. C'était vraiment énergique. Bon, à ce niveau-là, bon, j'allais dire, c'était courtois, hein, bien entendu, avec cette foule, la tension qui monte, mais il y avait, dans une certaine mesure, une certaine forme de courtoisie. Merci. Merci. Vous confirmez que ce sont les bérets rouges qui ont tiré à bout portant sur les manifestants? Bon, là, je ne peux pas être formel, puisque nous, je n'avais plus la notion du temps. On est resté combien de temps de la pelouse à la sortie? Je ne peux pas dire si on a fait 10 minutes, 15 minutes. Et dans les circonstances du moment, mon esprit n'était pas à voir ce qui se passait autour de moi. C'était comment faire pour nous sauver et porter El Selou hors de cette enceinte. C'était ça. Donc c'était le reste, c'est comme s'il y a un voile noir. C'était pas le moment de regarder autour de soi, c'était se concentrer sur soi, sur le petit monde qui était autour de moi pour que nous puissions trouver une issue. Et grâce à Dieu, c'est à ce moment-là que le colonel Thiebourou s'est présenté. Merci. Je veux parler du début, le tout début. Du tout début, voilà. Au niveau de là où on était, on a entendu des détonations, il y a eu des tirs, il y a eu des grenades lacrymogènes, mais de par notre position, on faisait face à l'est et la configuration du stade ne nous permettait pas de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les gradins, que se passait-il. On voyait simplement les gens fuir, donc ce n'était pas évident de dire exactement ce qui se passait, puisque je n'ai pas vu ça de mes propres yeux. Merci, M. Ba. Merci. De l'autre côté, ils ont tenté de remettre en cause la crédibilité du témoignage de la partie civile, Mme Fatoumata Bari. Mais dites-nous, M. Ba, que s'est-il passé lorsque le garde du corps de M. Selouda Diallo a voulu se saisir de l'arme qui traînait par terre? Je lui ai dit de laisser tomber le fusil, parce que j'avais senti que c'était un danger de l'avoir. Et c'était nos vies qui étaient en jeu. Donc je lui ai dit de laisser tomber le fusil et il a obtempéré. Je ne pensais pas que Fatoumata Bari avait été présente à côté, puisque tout ce qu'il y avait autour de moi, c'est comme si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais concentré focus sur 2 ou 3 personnes. Le reste, c'est comme si c'était le vide complet. Effectivement, Mme Fatoumata Bari a déclaré la même chose à cette barre. Oui. Sur ce, est-ce que cela ne confirme pas la présence effective de Mme Fatoumata Bari au stade du 28 septembre à ce jour? Je sais qu'elle y était. Et je sais qu'après, je l'ai vue, j'ai vu d'autres, et pour les accompagner, pour leurs soins au centre mère et enfants. Donc, je suis formel là-dessus. Merci, M. Ba. Merci.
Qui vous a intimé ce jour de descendre sur la pelouse? C'était la première fois que je voyais le commandant Diakité. Donc c'est lui qui a intimé à tous les responsables de descendre sur la pelouse. Mais dans ce brouhaha, on ne savait pas qui était venu pour nous arrêter, pour nous protéger, pour nous sauver. Tout ça, on n'en savait rien. Personnellement, je n'en savais rien. Tout simplement, il y a eu un ordre et on s'est mis à descendre. Entre-temps, certains ont été agressés et ils essayaient de se débattre. Voilà comment les choses se sont passées. Alors, lorsque vous étiez descendu, est-ce que vous aviez, sur le coup, est-ce que vous aviez essuyé des coups de la part de M. Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba ou son entourage? Bon, j'ai reçu un coup, comme d'autres ont reçu des coups, mais de la part du commandant, je ne l'ai pas vu agresser qui que ce soit. Au contraire, c'est comme s'il était venu exfiltrer un certain nombre de responsables. Mais comme nous étions derrière, les événements en ont jugé autrement. Bien. À quel endroit du stade est-ce que M. Moussa Keboro a pris la relève pour vous embarquer dans son pick-up? On était déjà sortis de la pelouse entre le stade de foot et la clôture le grand périmètre. Il y a des espaces à l'intérieur. C'est à l'intérieur de ce périmètre que de loin, j'ai vu le colonel Thiebro arriver et il s'est dirigé vers nous puisqu'on se connaît et il nous a pris en charge. C'était nettement en dehors de l'espace proprement dit du stade. Mais on était toujours à l'intérieur du grand périmètre du stade du 28 septembre. Bien. Et on revient au stade. Vous allez vous efforcer. Est-ce qu'à part les militaires, vous aviez vu ce jour des hommes habillés en civil qui portaient des armes blanches ou des armes automatiques? Bon, ceux qui nous ont poursuivis de la pelouse jusqu'à l'arrivée du colonel Thiebro n'étaient pas vraiment des militaires. C'était comme si ils avaient des tenues qui n'étaient pas du tout en conformité avec les tenues militaires proprement dites. Mais bon, ils faisaient comme s'ils étaient des militaires. Bien. Vous avez déclaré aussi que vous aviez remarqué la présence de 2 jeunes qui portaient des masques. Et en fait, les masques, à ce moment-là, c'était calme, il n'y avait pas d'inquiétude, mais je les ai vus avec un masque de fer qu'il avait à ses mains. Je me suis dit, et ils étaient tout au fond les dernières rangées en hauteur. Ça m'a interloqué. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Cela ne confirme-t-il pas les conclusions de la commission d'enquête internationale quant à l'infiltration des manifestants par d'autres personnes? Non, ça c'est une réalité parce que, et d'ailleurs, ce que j'ai vu, pour être factuel, c'était eux qui étaient les plus acharnés à battre et à donner des coups aux gens à ce moment-là, au moment où on était à l'intérieur du périmètre de la pelouse. Bien. Parlons de la clinique. Vous aviez décrit un militaire qui portait des grenades ainsi que des ceintures de balles. Oui. Est-ce qu'avec le recul, ce militaire ne serait pas M. Marcel Guilavogui? Je ne pense pas, parce que celui qui était vraiment bien arrêté, costaud, c'était lui, le chef. Il avait un t-shirt noir, une ceinture, et puis
son allure montrait que c'est vraiment quelqu'un qui avait une expérience militaire, c'est lui qui donnait les ordres. L'autre était simplement comme si c'était quelqu'un qui l'accompagnait, mais qui avait l'uniforme, mais qui n'avait pas physiquement l'allure d'un militaire. Mais il avait ses ceinturons, balles, et puis des grenades étaient accrochées dessus. Mais je ne peux pas les reconnaître de manière formelle. Ce n'est pas évident. Merci, M. Ba. Quel soutien vous aviez eu après avoir subi cet événement au stade du 28 septembre? Quel soutien est-ce que vous aviez eu à l'époque de la part de l'autorité de l'époque? Bon, personnellement, comme tous les autres responsables des forces vives, au lendemain du 28 septembre, certains le 1er, le 2 ou le 3 octobre, sont allés à l'étranger, j'estimais que ma présence était ici et je me vois en train encore, quelques jours après, de déambuler dans les rues de Kaloum, comme si de rien n'était, mais c'était fait exprès parce qu'il ne fallait pas montrer que, en tant que responsable, qu'il n'y a personne sur le terrain et que tout le monde s'est évanoui. Et j'ai fait exprès de venir à Kaloum, marcher. La seule chose que j'ai faite, toute la famille a été évacuée dès le 1er octobre. Femmes, enfants, moi je suis resté sur place. Et par la suite, nous avons reçu un don de notre fédération d'Angola de $10 000. Bon, c'était quelques semaines après et nous avons établi une liste pour aller de concession à concession, collecter les informations et distribuer une petite contribution parce que ce qui était le plus important à ce moment-là, il ne fallait pas que les gens se sentent abandonnés. Cette contribution-là provenait de qui, vous dites? De notre fédération d'Angola qui, suite aux événements, a estimé qu'il était important d'envoyer de l'argent pour que les premiers secours puissent se faire. Est-ce qu'il y avait eu autant de la part du CNDD à l'époque? Moi, je ne les ai jamais rencontrés à ce sujet. S'ils l'ont fait, je ne suis pas au courant. Cela ne confirme-t-il pas qu'il n'accordait aucun intérêt à la peine de ses victimes? Bon, vous savez, on vivait une période très troublée. Peut-être que même s'il faisait des choses, moi je n'étais pas au courant de ce qu'il faisait en direction des victimes. Mais bon, dans une certaine mesure, puisque la grande majorité des personnes qui ont été blessées répondaient à peu ou prou au nom de notre parti politique, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait des gestes qui ont été faits à leur égard. C'est qu'il n'y en a pas eu, M. Ba. Merci. Merci à vous. Merci bien, M. Ba. Nous vous exprimons toute notre compassion par rapport à ce qui est arrivé. Et au même moment, nous vous remercions parce que beaucoup de victimes se sont succédées ici. Elles nous ont dit que vous avez fait beaucoup pour elles. Merci. Merci pour ce soutien. Vous étiez le président du comité d'organisation de ces manifestations, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que vous êtes la personne la mieux indiquée pour nous donner des explications réelles par rapport à ce qui s'est passé. Bon, c'est vrai. D'accord. Et vous étiez là, toutes les péripéties, tous les périples, vous avez pris part. Oui. D'accord. On va insister sur certains passages. Vous dites que ce qui vous a surtout amené à penser à cette manifestation, c'est la sortie du président Dadis au quartier Boulbiné.
J'ai pas bien entendu. Le président Dadis avait fait une sortie au quartier Boulbiné. Oui. Et au cours de cette sortie, il a dit qu'il pouvait, n'est-ce pas, se présenter à toute élection présidentielle. C'était un coup de semonce et nous avons pris conscience du danger qui guettait le pays et nous avons usé juste après avec le doyen Jean-Marie au niveau des forces vives de toutes les diligences pour rencontrer le CNDD, pour aller nuitamment rencontrer le capitaine Dadis pour les amener à renoncer à leur projet. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. D'accord. Et le colonel Moussa Keïta, le secrétaire permanent du CNDD, a dit clairement Dadis ou la mort. C'est vrai. Ça a aussi contribué. Oui, parce que la première étape, c'était la déclaration du capitaine Dadis à Boulbiné. La deuxième étape, c'était cette déclaration du colonel Moussa Keïta, secrétaire permanent du CNDD, Dadis ou la mort, qui était pratiquement comme si c'était un programme politique. Et il y a l'événement du palais aussi, l'esplanade du palais. L'esplanade du palais est venue après, parce que c'était en crescendo que les choses se sont passées. Et la sortie de l'abbé, ça n'a pas contribué? Bon, parce que nous avions déjà pris les dispositions d'organiser la manifestation du 28 septembre avant même de savoir qu'il y avait un programme qui était esquissé pour que le CNDD puisse aller à la baie, puisque la lettre d'information à la mairie de Dixine date du 23 septembre. D'accord. Et la réponse, vous étiez parvenu quand? Bon, je pense que le 24 ou le 25 septembre. D'accord. Et en substance, qu'est-ce qu'on disait dans cette lettre-réponse? Bon, pour la mairie, que le stade n'est pas dans leur juridiction et qu'ils ne peuvent pas prendre des dispositions à cet égard, conformément à notre demande. Et comme dans notre lettre, nous avions demandé à ce que la mairie prenne les dispositions pour assurer la sécurité des manifestants, ils ont rajouté qu'ils ne disposent pas de force en mesure de sécuriser la population et les manifestants. Et le ministre des Sports, est-ce que vous avez également adressé un courrier? Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de réponse à notre courrier, parce que les deux courriers étaient partis en même temps. D'accord. Et au stade, vous avez bien vu M. Toumba? Oui, dès qu'ils sont venus, c'était frappant, puisque c'était lui qui a donné des instructions pour que nous descendions des gradins pour aller au niveau de la pelouse. Il était accompagné par des militaires? Bon, il y avait des militaires qui étaient à côté de lui, mais bon, 13 ans après et maintenant, avec tout ce que nous avons entendu, pour ne pas avoir l'air de tricher par rapport à ce que j'avais vu à l'époque, on ne pouvait pas les distinguer. Bien, est-ce qu'il était armé? On n'a pas remarqué ça aussi? Non, non, je n'ai pas cherché à vérifier. Est-ce que vous l'avez vu tirer sur la population? Je ne l'ai pas vu tirer sur qui que ce soit. D'accord. Et M. Kebro, est-ce que vous l'avez vu tirer aussi sur la population? Je ne l'ai pas vu tirer sur qui que ce soit. Vous dites que c'est lui qui vous a aidé à sauver El Hadj Cellou? Oui, bien entendu, c'est lui qui nous a sortis de ce pétrin, parce que s'il n'était pas venu à ce moment-là, je me pose la question de ce qu'on serait devenu. Et est-ce que M. Toumba a également mis des leaders dans sa voiture? Bon, là, il a pris tous les autres, il les avait amenés avec lui. Nous, on est restés derrière parce que El Hadj Cellou était par terre et je ne pouvais pas l'abandonner. D'accord. Est-ce que vous avez vu des machettes, des flèches, des gourdins? C'était difficile à dire puisque
où nous avons bénéficié, entre guillemets, de circonstances plus ou moins, j'allais dire, exceptionnelles, en dehors des coups que nous avions reçus, nous ne pouvons pas attester de ce qui s'est passé par la suite à l'intérieur du stade, dans la solitude, mais on a vu qu'il y avait par la suite beaucoup de personnes qui étaient blessées et les récits que nous avons enregistrés étaient macabres. Mais de visu, je ne peux pas dire que j'ai vu des gens, en dehors de ce que je viens de déclarer tout à l'heure, des gens armés de coupe-coupe et de nous. On était dans d'un espace qui était loin du grand monde. Est-ce que vous avez remarqué la présence des miliciens, des gens qui étaient habillés en t-shirt, genre Chelsea et autres? Sur le coup, on a vu des gens avec des espèces d'uniformes qui n'étaient pas du tout conformes avec l'allure de ce que les forces de défense et de sécurité doivent porter. Bon, il y avait des civils, donc ceci et ceux-là qui nous poursuivaient pour nous asséner de coups avant l'arrivée du colonel Tibourou. Bien, vous dites au camp Samori, vous avez vu un camion militaire qui était venu, mais vous n'avez pas pu voir l'intérieur. Oui. Mais ça m'a tiqué. Un camion était quand même venu. Oui, c'était comme si les parois étaient très hauts. Viol de cette nature, parce que chaque fois qu'il y a des crises, les soldats, ou du moins les belligérants, pas forcément des militaires, les belligérants utilisent cette arme du viol comme une arme de guerre. Et c'est la raison pour laquelle le viol doit être connu et doit être doit être jugé avec l'extrême sévérité. Merci, M. Fall. Je vais continuer. Et c'est pourquoi, et à juste raison d'ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 405 du Code de procédure pénale, je cite, 405, le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Alinéa 2. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier et, sur son primitif, toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et le greffier. Certes, il reviendra au tribunal d'apprécier l'opportunité de soumettre au débat la question de la requalification des crimes pour lesquels comparaissent ces accusés devant ce tribunal. Monsieur le procureur, vous avez la parole pour donc, les questions. Je vais continuer sur les questions. Quand vous avez rencontré le colonel Moussa Tchekboro Kamara, quelle était l'atmosphère de l'entretien? Au niveau de Fondis? Oui, au niveau de Fondis. Non, ce n'était pas tendu. Il y a eu quand même une vive discussion entre lui et plusieurs collègues des forces vives. Et je crois qu'on ne pouvait pas s'entendre. Et lui parlait, les autres parlaient, et chacun était sur ses positions. Lui, il insistait pour que le meeting soit reporté. Et nous, on insistait pour nous laisser aller. On était juste à quelques kilomètres, à quelques mètres du lieu de la conférence parce que nous avions décidé de faire notre réunion sur l'esplanade, nous adresser à nos militants et puis on se séparait. Et on insistait pour ça. Et finalement, ce n'était pas une atmosphère de violence, mais c'était quand même assez tendu, chacun maintenant sa position. Très bien. Alors, vu le contexte de cette intervention entre vous, il était là. C'était pour vous dissuader ou pour vous empêcher de tenir ce meeting? C'était pour nous dissuader. Bon, je ne suis pas certain qu'il pouvait nous empêcher.
certes, notre groupe n'était pas un groupe important, mais la preuve a été donnée que la masse qui est venue après a fait sauter son verrou. Mais il essayait de nous dissuader, de nous parler. De vous dissuader. Ouais. Moi, je dirais vous empêcher et même de réprimer. Je vais continuer. Monsieur Fall, vous avez suivi 2 parties civiles qui ont passé ici victimes, qui ont déclaré ceci, que lorsque les leaders politiques et eux, les manifestants de façon générale, ont rencontré au niveau de la Fondis le colonel Moussa Tchekboro Kamara, il a proféré des menaces. Je les cite. Vous tenez à accéder au stade. Si vous y allez, vous allez en tirer toutes les conséquences. Après de tels propos, tenus par un officier supérieur, qui avait le 28 septembre, sous son contrôle, sous sa direction, sous son commandement, des forces de sécurité, armées pour certains. Si ces faits se sont commis, des faits de crime, de viol, de coups et blessures, à qui, selon vous, en termes de responsabilité de supérieur hiérarchique, on peut imputer cette responsabilité? Monsieur le procureur, je laisse le soin au tribunal de situer les responsabilités. Moi, je donne les faits tels que je les ai vécus. Évidemment que j'ai suivi ces propos à travers certaines de nos militantes qui étaient effectivement au stade. Je laisse le soin au tribunal d'apprécier et cela constitue certainement un élément d'appréciation pour vous. Je préfère ne pas jouer ce rôle ici et je préfère rester dans ma position de partie civile. C'est le juriste qui parle. Alors c'est sur ce, je remercie Monsieur le Président, le tribunal et ses assesseurs. Je vais passer la parole à mon collègue, le procureur El Sidiki. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président. Honorables assesseurs. Monsieur Fall, à la suite de mes collègues, je voulais vous dire merci. Vous êtes un diplomate chevronné, reconnu sur le plan international, et malgré votre calendrier très chargé, vous avez accepté de venir donner votre part de vérité. On ne peut que se réjouir et vous dire merci. Et sans risque de se tromper, et à l'image de M. Bahouri, je vais dire que vous êtes des valeurs de ce pays. Des questions maintenant. Merci bien. Alors, par rapport aux questions, votre rencontre devrait avoir lieu, je vais parler du meeting, ça devrait se faire à l'esplanade du stade ou bien dans l'enceinte du stade. Initialement, nous voulions organiser notre meeting à l'intérieur du stade à cause de ses capacités. Nous en avons fait la demande. On n'a pas reçu de réponse. Et donc, raisonnablement, on a compris qu'on ne nous donnait pas l'autorisation de le faire à l'intérieur du stade. Nous avons saisi la commune de Dixine par une lettre officielle. Mon collègue Bahouri vous a expliqué, puisque c'est lui qui s'occupait de l'organisation. Et la seule réponse que nous avons eue de la commune de Dixine, c'est qu'il n'était pas à même d'assurer la sécurité, mais la commune ne s'est pas opposée non plus. Et nous avons décidé en séance plénière des forces vives, avec tous les leaders, que nous maintenons notre meeting, puisque déjà dans les déclarations que nous faisions sur les radios privées, nous avions déjà annoncé que c'était au stade. Et comme tous nos militants à Conakry et ailleurs avaient compris que le meeting se faisait au stade, nous avons donc décidé en séance plénière des forces vives de tenir le meeting sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Voilà. D'accord. Et pour vous, qui a ouvert les portes du stade? Ceci reste un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. D'accord.
Nous n'avons aucune idée. D'accord. Étiez-vous au courant de la réunion qui s'était tenue à la veille au niveau du camp Alpha Yaya Diallo? Pas avant le 28 septembre. C'est après le carnage du 28 septembre que nous avons appris qu'il y avait une réunion au camp Alpha Yaya la veille et que des instructions avaient été données pour donner des représailles. Et c'est après qu'on l'a su. Et je devrais ajouter que dans mon exposé, je n'ai pas mentionné les disparus. Je devrais mentionner que beaucoup de corps avaient été enlevés. On en a longuement parlé au cours de ce procès. Mais en ce qui concerne cette réunion, on avait même appris à l'époque, et vous rappellerez que dans le camp Alpha Yaya, qu'il y a une excavation à l'intérieur du camp Alpha Yaya et qu'il y a eu une explosion des bombes et autres qui étaient à Alpha Yaya il y a des années et qu'il y avait une grande excavation là-bas. Nous aurions appris aussi, puis c'était des rumeurs, que cela aurait servi de fosse commune aussi au corps qu'on avait enlevé. Évidemment qu'il reste encore un mystère sur cela, mais nous avions appris quand même ce que vous dites, quelques jours après, le 28, il y avait une réunion très tardive au camp Alpha Yaya où des instructions avaient été données. Nous l'avons appris. Merci. Merci bien. Et puisque vous étiez au stade, quel genre d'armes vous avez pu distinguer ces jours-là avec ces militaires? Ils avaient des fusils. Ils avaient des fusils. Ceux qui tiraient sur les manifestants avaient des fusils. Ceux qui sont venus vers nous, il y avait certains avaient des fusils qu'ils n'ont pas utilisés. Ils utilisaient les crosses des fusils pour nous bastonner. Où ils avaient... Mais nous n'étions pas directement à l'intérieur du stade pour nous approcher des militaires. Nous, on a été avalés très tôt. Vous avez vu des fusils? On est sortis très tôt du stade. D'accord. Vous avez vu des fusils? Oui, il y avait ceux qui ont tiré, évidemment, ils tiraient avec les fusils. Vous avez vu des machettes? On a vu... Non, moi, je n'ai pas vu de machettes, mais parmi mes militantes, il y a beaucoup qui ont été blessés avec des machettes. Vous avez vu des poignardés, qui ont été blessés avec des machettes. Vous avez vu des gourdins? Des gourdins? Ah, ils en avaient. Marcel même en avait. D'accord. Marcel avait une grosse matraque. C'est avec ça qu'ils nous tapaient. Des matraques? Des espèces de gourdins, en tout cas. Des espèces de gros gourdins. Et c'est avec ça qu'ils nous battaient. Et est-ce que vous avez entendu parler aussi de flèches? Moi, je n'ai pas vu les flèches. D'accord. Ceux qui avaient les flèches sont arrivés après nous. Nous, comme je dis, nous, on est sortis très tôt. On nous a exfiltrés. Ces gens-là sont venus après nous. D'accord. Ils sont venus après nous. Et aux abords du stade, est-ce que vous avez vu des camions militaires, des pick-up, des bus? Non, quand nous sommes sortis du stade avec le commandant Toumba, on est venu sur l'esplanade, on a vu son véhicule garé. De l'autre côté, vers l'école de Dixine, il y avait des véhicules militaires certainement, mais nous n'avons pas fait attention. Nous étions dans une telle... On était harcelés, monsieur le procureur. On n'avait pas le temps de regarder tout ça. On avait affaire à ceux qui étaient autour de nous, nos assaillants, qui continuaient à nous taper dessus. Donc, je n'ai pas remarqué ça. Non. Et puisque Marcel était proche de vous, comment il portait son béret? Il avait un béret rouge. Comment il le portait? Bon, vous ne vous rappelez pas? En tout cas, il portait le béret rouge. Ça, je sais, il portait un béret rouge. Il avait une vareuse verte et il portait un béret rouge. D'accord. Et vous dites qu'au niveau de l'hôpital, vous vous étiez vu avec colonel Kibro. Et vous l'avez même tiré pour qu'il puisse voir une des victimes qui y était admise, n'est-ce pas? C'est la clinique Ambroise Paré, 2 ou 3 jours après. Quel était son état d'âme? Qu'est-ce que vous avez remarqué en lui lorsque vous lui avez montré cette victime-là? Il n'a pas fait d'observation, mais je l'ai tiré, je lui ai dit viens. Le colonel Tebro et moi, on a toujours eu des relations très fraternelles. Il m'a toujours appelé grand frère, même après le 28 septembre. On a travaillé ensemble à la présidence ici. Quand j'étais secrétaire général de la présidence, il travaillait déjà avec le président Alpha Condé. Et quand je l'ai appelé à la clinique, je lui ai dit viens voir. Il m'a suivi, je lui ai montré la victime, mais il n'a pas fait d'observation. D'accord.
Et également, vous avez parlé des pillages des domiciles de certains leaders. Vous étiez allé voir l'ampleur de ces dégâts? Je n'ai pas vu chez Jean-Marie Doré, je n'ai pas vu chez Selouda Lendalin, Selouda Diallo. Par contre, comme nous avons été libérés, je dis bien libérés, la nuit avec Sidia, nous sommes allés ensemble chez lui, je suis descendu et je suis rentré dans sa chambre, le salon, on a tout regardé, on a vu toutes les traces dessus, sans dessus. Je peux confirmer qu'il a eu une visite cette nuit chez lui. Pour les autres, je ne peux pas confirmer, je ne suis pas allé là. Je l'ai appris. Mais nous l'avons appris quand nous étions à la clinique. Pour tous les trois, on l'avait appris par le téléphone. Et pour que vous puissiez quitter la clinique Pasteur, est-ce que ça va faire l'objet de pourparlers, des négociations? Ils m'ont dit qu'ils ont négocié avec le président de CNDD. Quand ils sont arrivés, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ils ont discuté avec le président de CNDD et que celui-ci avait accepté de nous laisser partir. D'ailleurs, j'ai réagi d'ailleurs. Et quand on me l'a dit, on l'a dit de façon comme si il a la gentillesse de nous laisser partir. Et moi, je me suis levé. Je savais, je l'ai dit, ce soir-là, je l'ai dit au colonel Thiegoro à la clinique. Je lui ai dit non, il y a eu des crimes graves qui se sont passés à la clinique et plutôt au stade. Quand je revenais de Bangui, j'étais à Bangui, où j'ai vu, quand j'étais représentant spécial à Bangui, il y a eu des crimes de viol pour lesquels Jean-Pierre Bemba avait été arrêté. Et je savais que c'est des crimes qui étaient punis et poursuivis par la Cour pénale internationale. Je le savais. Et je lui ai dit, vous venez de commettre des crimes contre l'humanité aujourd'hui, avant même que la mission d'enquête ne vienne ici. Je lui ai dit la nuit là, il était même un peu, il a bougé un peu, mais le Premier ministre Komara l'a calmé. Donc nous n'avons pas négocié avec eux. Ils nous ont dit qu'ils ont négocié avec le président du CNDD, qui a bien voulu accepter de nous laisser partir. D'accord. Et vous étiez au stade. Vous avez vu beaucoup de morts, beaucoup de cadavres, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas dire que j'ai vu des cadavres, mais j'ai vu des gens tomber. Je voyais des tirs et les gens tomber. Et Sidia m'a dit, regarde, ils sont en train de tuer les jeunes. Mais les cadavres, on ne les a pas identifiés. Et vous avez vu également les femmes? Ah oui, ça nous l'avons vu. Qui ont été violées. Oui, quand vous sortez de l'ère de jeu, il y a quand même un bon espace entre le stade lui-même, parce que le complexe du stade est très grand. Et donc, entre l'ère de jeu et la sortie, il y a le palais des sports qui est à gauche et un grand espace. C'est dans cet espace-là qu'on a vu les militaires s'acharner sur les femmes. Là, on l'a bien vu. Et j'ai même reconnu une de mes militantes. Je tais des noms ici. J'aurais pu donner beaucoup de noms de femmes qui ont été violées et autres, mais je respecte leur intimité et je garde tout pour moi. Mais j'ai reconnu une de mes militantes dans leurs mains. D'accord. Et partant de ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu, le nombre officiel qui a été donné, est-ce qu'il y a une conformité? C'est-à-dire entre la réalité et ce qui a été officiellement donné comme chiffre? Monsieur le procureur, je suis un homme politique, j'étais président d'un parti politique. Tous les autres collègues leaders des forces vives ont dû faire le dénombrement au sein de leur parti des victimes. Mais quand je prends mon propre parti, je sais qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont été violées et beaucoup qui ont été violentées et d'autres qu'on a déshabillées, qui sont sorties du stade et qui n'ont eu de secours que des femmes des quartiers riverains qui sont sorties pour leur donner des pailles. Et d'ailleurs, ces dames sont reparties le lendemain ou les jours d'après pour restituer et remercier ces familles. Mais le nombre de femmes violées, j'ai toujours dit que c'est bien au-delà du chiffre qui a été communiqué, parce que plusieurs dames, je dis bien plusieurs, et je parle en connaissance de cause. Et le nombre de morts? Le nombre de morts, c'est la même chose. Vous savez, dès lors qu'on vient enlever les corps la nuit et qu'on ne peut plus savoir combien de morts il y a eu. Ils ont enlevé les corps, c'est évident. D'accord. Et les femmes ont été enlevées. Elles ont été enlevées pour être envoyées dans des camps militaires. Vous avez pu savoir après quels étaient ces camps? Non, moi je n'ai pas été au courant de cela. Je l'ai appris après,
Parce qu'au sein de mon parti, moi j'ai fait le tour des femmes qui avaient été victimes. J'ai rendu visite à chacune d'elles. Mais je n'ai pas eu vent de femmes qui avaient été séquestrées, qu'on avait maintenues dans les camps. Sinon, je serais allé à leur recherche. Au sein de mon parti, je n'en ai pas dénombré. Non. Et que savez-vous des cas de fosses communes, des charniers? Les charniers, moi j'ai entendu parler de la fosse qui était au camp Al-Faya, qui a été laissée, une fosse béante qui était restée là-bas. Après l'explosion des bombes là-bas, vous savez, il y a quelques années, il y a eu une grande explosion des munitions. On nous disait qu'il y avait cette excavation, moi je n'ai pas vu, mais on nous a dit les jours qui ont suivi le massacre du stade du 26 septembre que des corps ont été ensevelis là-bas, mais le reste, je ne suis pas au courant. Donc, on nous a même dit, parce qu'on a eu beaucoup de contacts quand nous étions à la clinique. Et Selou, et Sidia, et Jean-Marie, et moi-même, nous avons eu beaucoup de contacts à l'extérieur dans la soirée. Et on nous avait dit qu'on avait enlevé des corps. On nous l'avait dit avec certitude. D'accord. Et pour vous, quel était le mobile réel de ces massacres-là? Pourquoi on a massacré la population?